Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique 2G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui intervient pour ma part après 2 semaines de vacances, 2 semaines hors de France en Espagne, ce qui vous explique ce teint hâlé absolument magnifique, cette mine resplendissante et cette joie incommensurable, mot compte triple au Scrabble, il l'a placé le gros, cette joie incommensurable de vous retrouver, de me remettre devant ma petite caméra dans mon petit KGB pour vous parler de comics. Ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver après toutes ces années. Et aujourd'hui, on va s'envoler du côté de chez Urban Comics avec Lois Lane, Ennemi du peuple, au scénario Greg Rucka, au dessin Mike Perkins. Ça coûte 30€, c'est disponible dans la collection DC Deluxe. Et puis, vous pouvez retrouver à l'intérieur de ce bouquin la totalité de la maxi-série Lois Lane, Ennemi du peuple. Je vous le fais en américain ou pas? Enemy of the People. Hey, les épisodes 1 à 12. Non, 2 semaines en Espagne n'ont absolument pas amélioré mon accent anglais, tu t'en doutes. Bon, ça bat les couilles, hein, vous avez l'habitude quand même depuis le temps. Et donc, très content d'avoir pu me procurer ce bouquin et d'avoir pu le lire. Le pitch, je vous le fais en, on va dire, très très court. Lois Lane, que tout le monde connaît, la femme de Clark Kent, de Superman, etc. Ben, c'est pas que la femme de Clark Kent et de Superman qui sont les mêmes personnes. Attention, ça va spoiler dur dans cette vidéo. C'est une journaliste chevronnée et on va la suivre, et ben, grosso modo, dans une enquête, un article tout au long de ses pérégrinations où il va lui arriver quand même tout un tas de trucs. Et tout ça est un prétexte pour Greg Rucka pour aborder énormément de thèmes et on va y revenir tout au long de cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce bouquin, je préfère vous le dire tout de suite. Un bouquin que j'ai aimé, il y a des choses à l'intérieur que j'ai vraiment aimé, que j'ai vraiment adoré, il y a des choses que j'ai détestées, vraiment, qui m'ont gavé au plus haut point, enfin au plus haut point, il y a pire, hein, qu'on soit bien d'accord, mais en même temps, je pense que c'est fait exprès, mais on pourra y revenir après dans la dernière partie de cette vidéo, et j'ai aimé détester certains aspects de ce bouquin. Oh, ça c'est intéressant. Là normalement, clac, je t'ai chopé, je t'ai ferré, tu vas suivre cette vidéo jusqu'au bout. Ou pas, hein, tu fais ce que tu veux. C'est une vidéo qui sort quasiment début août, fin juillet, hein, fin juillet début août. On se la fait à la cool, prenez une petite boisson chaude, installez-vous confortablement dans votre canapé. On va parler de ce comics. Alors déjà le premier truc à dire, c'est que c'est vendu grosso modo de la part d'Urban Comics comme un récit complet avec un début, un milieu, une fin, un récit indépendant et tu n'aurais besoin d'avoir aucune autre connaissance sur cet univers pour pouvoir rentrer dans cette histoire. D'ailleurs c'est marqué au dos, hein, si je dis pas de bêtises, hein, récit complet, voilà. Alors c'est un récit complet effectivement puisque c'est une maxi-série en 12 épisodes, ça, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Mais c'est une maxi-série où tu as quand même besoin, je le crois, d'avoir quand même quelques prérequis, quelques connaissances dans la période éditoriale dans laquelle en fait ça se passe, ce genre de truc. Parce que c'est vraiment ancré dans la période éditoriale où Bendis est sur Superman, où on a l'event Léviathan, voilà, ça tourne quand même énormément autour de ça. Je remercie d'ailleurs au passage Spider-Man qui m'avait expliqué ça, qui m'avait dit attention, fais gaffe, Urban le vend vraiment comme un récit complet indépendant où t'as rien, t'as besoin d'avoir aucune autre information pour te lancer dedans, et c'est pas tout à fait vrai. Donc du coup, avant de l'avoir, je me suis quand même un petit peu renseigné, j'ai parcouru ce qu'était Léviathan pour avoir, on va dire, une idée générale. J'avais une idée générale de ce qu'était le Superman de Bendis, non pas pour l'avoir lu, mais pour avoir écouté des avis divers et variés de Max Faraday, des copains de Comic City qui en avaient parlé aussi à plusieurs reprises, sauf erreur de ma part. Mais il y a déjà un moment, parce que c'était en VO que j'écoutais ça. Et donc j'avais à peu près une idée de cette période éditoriale dans laquelle allait évoluer cette maxi. Si vous arrivez sur ce bouquin en n'ayant absolument aucune idée de l'environnement dans lequel va évoluer Lois Lane, vous risquez fortement d'être perturbé, voire perdu, voire laissé quand même un petit peu de côté au bord du chemin, et vous allez voir passer des thèmes, des bouts d'histoire où vous allez peut-être pas comprendre. Alors, c'est un regret, oui, parce que
parce que si on te le vend, entre guillemets, comme une maxi-série un petit peu indépendante, c'est forcément un petit peu un regret que ce soit pas forcément le cas, et en même temps, il faut reconnaître que c'est quand même intéressant d'avoir des maxi-séries qui pop comme ça, à côté d'un run, d'un event, etc., etc. Donc je suis assez mitigé, je pense que les gens qui ont lu le Superman de Bendis, Léviathan, seront forcément extrêmement récompensés en lisant Lois Lane, et ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas forcément beaucoup cette période éditoriale, voire pour ceux qui ne le connaissaient pas du tout, ils vont peut-être avoir le sentiment d'être mis un petit peu de côté. Vous êtes prévenus, vous arriverez quand même malgré tout à raccrocher un petit peu les wagons. Vous pouvez toujours poser des questions à gauche, à droite pour savoir un petit peu de temps en temps de quoi ça parle, mais voilà, c'est quand même vraiment vraiment ancré dans sa période éditoriale. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé sur ce bouquin? Le truc que je trouve putain, c'est vraiment le bouquin des extrêmes. Il y a vraiment des trucs que j'ai adorés et il y a vraiment des trucs que j'ai détestés. C'est assez fascinant. Je dirais que toute la première partie de ce bouquin m'a complètement convaincu. Vraiment. J'ai trouvé que c'était très bon. C'était très intéressant en fait de voir Lois Lane évoluer d'une manière entre guillemets indépendante, mais surtout dans son métier de journaliste. Et dans son métier de journaliste, dans une époque qui est la nôtre, une époque tout à fait contemporaine, avec des problématiques extrêmement contemporaines, extrêmement connues pour ceux qui s'intéresseraient un petit peu à la politique, à ce genre de trucs. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. D'avoir à la fois Greg Rucka qui nous présente le métier de journaliste, qui est, voilà, le journalisme est un contre-pouvoir absolument extraordinaire, donc ça il nous le présente d'une manière extrêmement juste et extrêmement pertinente, sans trop appuyer dessus non plus, mais c'est vraiment en toile de fond et j'ai vraiment apprécié ce thème-là. On comprend aussi que le journalisme, en tant que contre-pouvoir, peut attiser des convoitises, et des convoitises de gens pas forcément extrêmement bien intentionnés. Attention, petite révélation, si vous avez autant de milliardaires qui aiment se payer des journaux ou des chaînes d'infos, c'est pas pour le plaisir de tenir les médias, hein, tu t'en doutes quand même un petit peu. C'est qu'il y a des intérêts derrière, petits, grands, moyens, voilà, il y a des rapports de force qui s'exercent là-dedans. Et donc c'est très intéressant en fait de nous présenter ça. Et j'aime tout particulièrement en fait comment Greg Rucka il va nous dépeindre la Lois Lane journaliste en nous faisant vivre son travail au quotidien, son implication qui est totale vraiment dans ce boulot de journaliste. On sent vraiment qu'elle est mais euh, elle est pas à fond dans son travail, elle est son travail. Elle le vit, elle le respire, ça fait vraiment partie d'elle. C'est totalement fascinant. On comprend aussi sa déontologie, parce que le journalisme exige nécessairement une forte déontologie, une ligne de conduite qui soit vraiment extrêmement carrée pour que ton travail soit inattaquable. Et j'aime beaucoup la manière en fait dont c'est dépeint. On nous présente aussi sa méthode de travail, ses difficultés pour se faire entendre, pour réussir à pondre ses articles, pour réussir à avoir des infos, etc. etc. Et tout ce côté-là est vraiment, vraiment génial. Et comme je le soulignais au tout début, l'aspect thriller, polar, avec des problématiques extrêmement contemporaines, c'est vraiment quelque chose qui marche super bien. Et on est dans la première moitié du bouquin, les deux pieds ancrés dans une espèce d'enquête, vraiment, vraiment, ça marche vraiment merveilleusement bien. Et je dirais, pas dans la deuxième moitié, mais dans le dernier tiers du bouquin, alors là, Greg Rucka, stupeur, incompréhension la plus totale. C'est pas qu'il nous fait un retournement de veste et qu'il change complètement le thème de son bouquin, mais il fait rentrer quelque chose, on n'en avait pas besoin du tout, et qui bouleverse complètement l'équilibre en fait de son histoire. Il va nous faire rentrer un délire multiversel dans son histoire, aussi bête qu'inutile, alambiqué, incompréhensible, et ça fout en l'air en fait, si vous voulez, pas la compréhension du truc, mais son histoire se tenait bien dans son ensemble, dans son petit univers et tout. Et quand tu fais rentrer des trucs de multivers, de machin, de putain, alors qu'il n'y en avait pas besoin, parce que vraiment, il n'y en a pas besoin en fait de nous raconter ça. Ça sert même un petit peu de Deus Ex Machina d'une manière mais complètement alambiquée. Et la fin, la résolution,
trouvé ça mais vraiment mais complètement claqué quoi. C'est claqué, c'est inutile, et en plus ça triche complètement sur ce que ça nous avait apporté au début. Alors ça c'est vraiment un gros souci pour moi. Mais néanmoins j'ai quand même aimé malgré tout toute la première partie du bouquin où il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes comme je vous le disais dans les thèmes. Donc si vous, ça vous dérange qu'à un moment donné, ça parte en couille dans un délire multiversel et que les thèmes dont je vous parle ne vous intéressent pas plus que ça, peut-être que c'est un bouquin qui a évité pour vous. Avant de parler de ce qui m'intéresse le plus, la caractérisation des personnages, on va dire quand même un petit mot sur le dessin. Mike Perkins, je ne suis pas le plus grand fan de Mike Perkins, pour être tout à fait honnête avec vous. Il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup de trucs. Il a un style très polar, très thriller, qui conviendrait très bien sur du Brubaker. Enfin, on est vraiment dans cette fibre-là. Et donc, ça correspond complètement à l'ambiance du début du bouquin. Donc, il n'y a absolument aucun problème avec le dessin. Le découpage, tout ça. Bon, franchement, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Je trouvais que ça passait vraiment bien, sans être exceptionnel. C'est du bon boulot, ça se passe bien. Merci Mike, voilà. De temps en temps, quand même, on a des arrêts sur image, des gueules, des expressions pas flatteuses. Pas flatteuses, et de temps en temps, il y a quand même des personnages qui ont des gueules assez alambiquées, mais bon, voilà. Ce qui est vraiment intéressant aussi, je trouve, là-dedans, comme je vous le disais, et qui pour moi, c'est ça qui mérite d'être souligné, c'est la caractérisation des personnages, de l'ensemble des personnages, mais je m'arrêterai en fait surtout sur deux persos, et on va essayer, non pas d'analyser, parce que voilà, j'ai pas cette prétention, mais d'essayer de comprendre ensemble en fait ce qu'a voulu faire Greg Rucka avec le personnage de Lois Lane et avec le personnage de René Montoya. Parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais il y a René Montoya. La René Montoya, post-52, qui est donc la question, voilà, qui a quitté la police, qui fait des enquêtes, ce genre de choses, et qui au final va travailler avec Lois Lane. Lois Lane va lui faire en fait des commandes d'enquête, etc. Et donc c'est son moyen à René Montoya de gagner du pognon et tout, de faire des enquêtes, voilà. Détective, hein, René Montoya. Et donc, revenons 2 secondes sur Lois Lane. Le comportement général de Lois Lane m'a profondément gavé. Je ne suis pas le plus grand spécialiste de Superman, loin de là, ni de Lois Lane et tout, mais j'avoue que je n'avais jamais vu une Lois Lane de cette manière-là. Elle m'a gavé, je l'ai trouvée extrêmement agaçante à de nombreux moments. Déjà dans sa relation avec Clark, où ça me gave, hein, mais vraiment, de la voir en fait réagir comme ça avec Clark. Elle ne fait que le rabrouer, que le rabaisser d'une certaine manière, dès qu'il fait des blagues, oh là là, mais t'es un nigo. Enfin voilà, on a vraiment un rapport de domination qui est, j'allais dire inversé, mais c'est même pas inversé, mais elle écrase complètement Clark, elle écrase complètement Superman, et elle se comporte d'une manière qui pour moi n'est pas bonne en fait, mais qu'une femme se comporte de cette manière-là avec un homme, ou qu'un homme se comporte de cette manière-là avec une femme, pour moi, c'est pas des comportements qui sont vraiment acceptables. L'un n'a pas à écraser l'autre et à le rabaisser. Et j'ai vraiment eu ce sentiment à de nombreux moments. Il y a quand même un truc, il y a 2 fois où vraiment c'est pas que ça m'a gavé, mais c'est que si vous voulez, pour moi c'est de l'incompréhension, parce que forcément il se passe des choses qui résonnent en nous et où on est nécessairement, enfin moi je suis obligé en fait de me poser la question de savoir comment j'aurais réagi. Donc là je suis obligé un tout petit peu de vous faire un micro spoil. Il y a un moment donné dans son enquête, Lois Lane est sous la menace en fait d'un assassinat. En tout cas, elle vient d'échapper à un assassinat. Est-ce que l'assassinat était dirigé contre elle ou contre la personne qui était à côté d'elle? On ne sait pas trop, mais néanmoins, la question est vraiment ouverte. Le doute est plus que permis compte tenu de l'enquête qu'elle est en train de mener, et donc forcément, Superman, il se demande en fait si on n'est pas en train de vouloir buter sa femme. Et qu'est-ce qu'il doit faire en fait à ce moment-là, Superman? Est-ce qu'il doit s'en mêler? Est-ce qu'il doit essayer quand même d'aider sa femme ou pas? Et en fait, ce que lui va faire, c'est qu'il va venir. Je vous la fais en cours en essayant d'être cryptique parce qu'il y a d'autres trucs qui interviennent. Mais il va venir en fait sur les lieux de cette tentative d'assassinat, au milieu des journalistes, tout ça. Il va simplement venir se poser en mode en figure. Voilà, je suis là, j'observe.
pour grosso modo que tout le monde autour soit au courant, le premier qui touche à Lois Lane aura affaire à Superman, l'homme le plus puissant de la planète. Et elle lui reproche en fait de faire ça, parce qu'évidemment en faisant ça, il y a d'autres problématiques, mais qui sont à mon sens nettement moins importantes en fait, qui se font jour, et elle lui reproche ça. Moi j'ai beaucoup de mal en fait à lui reprocher ça à Superman, même si ça engendre d'autres problématiques, parce que si tu as les moyens en fait d'agir, si tu as les moyens, ne serait-ce que par ton aura, d'en imposer pour essayer de calmer tous les trous du cul qui en veulent à ta femme, est-ce que c'est pas simplement ton devoir de le faire? Et si tu ne le fais pas, et si ta femme meurt, est-ce que tu vas pas t'en vouloir toute ta vie? Et leur enfant, enfin, John Kent, si à un moment donné, sa mère meurt, et que lui, son père n'a rien fait, est-ce que son fils va accepter que le père n'ait rien fait pour ne serait-ce même qu'aider un tout petit peu sa mère? Là, ben, je suis pas sûr, quoi, tu vois. Je suis vraiment pas sûr du tout, je suis même convaincu du contraire. Je suis convaincu que si tu as les moyens de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est compliqué en fait, c'est compliqué parce que si ça part en couille, tu vas t'en vouloir toute ta vie et d'autres personnes autour de toi pourraient légitimement en fait te reprocher de ne pas avoir agi alors que tu en avais le pouvoir. Et là, du coup, putain, ça me fait penser, je ne l'ai pas noté, mais ça me fait penser à ça. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah, voilà. Et elle n'est pas du tout en fait sur cette ligne de conduite. On est vraiment en mode, je suis une femme indépendante, forte. T'es gentil mon grand, mais faut me laisser faire. Faut me laisser faire. Mais enfin, si tu crèves, on va tous être dans la merde. Bah, c'est le genre de comportement en fait que je trouve problématique. Je passerai sur d'autres trucs qui m'ont réellement agacé. Et puis on va s'arrêter 2 secondes aussi sur René Montoya. René Montoya que j'ai adoré en fait dans 52. Je ne sais pas si je vous mettrai l'affiche dans un coin de l'écran si j'y penserai, mais il y a une vidéo sur ma chaîne où je parle de 52, où j'ai vraiment adoré 52 et où j'ai notamment vraiment aimé le personnage de René Montoya, sa caractérisation, son évolution, son parcours perso, les thèmes qui sont abordés via René Montoya. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et là, il y a des trucs qui m'ont gavé avec René Montoya, mais enfin gavé, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas ça m'a dérangé, j'ai trouvé ça nul. René Montoya qui dès qu'elle croise, c'est une lesbienne, dès qu'elle croise en fait un personnage féminin, ne peut pas s'empêcher de la draguer, mais ultra lourdement. Oh, d'une lourdeur, mes potos. C'est quand même très compliqué. Et c'est pareil, j'ai trouvé ça totalement nul. Et au fur et à mesure en fait de la lecture, et puis après, en ayant refermé le bouquin, en repassant un tout petit peu à la caractérisation de ces deux personnages, je peux pas m'empêcher de me dire que, alors évidemment c'est fait exprès, tu t'en doutes malin, mais que Greg Rucka, il a voulu installer ces deux personnages dans des stéréotypes masculins d'il y a plusieurs dizaines d'années. Et c'est, comment dire, c'est pas inintelligent, c'est pas con du tout en fait de faire ce genre de truc parce que nécessairement ça va faire réagir, ça va faire parler et ce qui est intéressant, c'est ce que ça fait ressortir en nous. C'est notre réaction vis-à-vis de cette caractérisation qui est intéressant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai détesté, mais j'ai aimé détester parce que derrière ça engendre des questionnements. Néanmoins, moi ça me dérange en fait beaucoup pour plusieurs raisons. Enfin beaucoup. Tout est relatif. Moi, ça m'embête en fait pour un truc tout bête. C'est-à-dire que si tu caractérises tes personnages féminins comme des personnages masculins des années 80-90, c'est pas forcément très malin. Parce que quand je lis des comics des années 80, des années 90 et que je croise des personnages masculins qui vont se comporter de la même manière que Lois Lane vis-à-vis de femmes, ou que je vais croiser des personnages masculins qui vont draguer tout ce qui bouge avec une lourdeur absolument absolue, absolument absolue, c'est, comment dire, je vais trouver ça nul, je vais trouver ça pathétique, mais ça ne va pas me déranger. Pas parce que c'est des hommes, mais parce que ça raconte quelque chose d'une société d'il y a 10, 20, 30 ans. D'une société qui n'existe quasiment, enfin qui n'existe plus. Il y a toujours des cons, il y aura toujours des cons qui vont se comporter comme des connards.
L'inverse est vrai aussi, il y a toujours des connasses, hein, ça existe en fait, hein, parce que la bêtise, la haine, l'ignorance n'a pas de couleur, n'a pas de sexe, n'a pas de religion. Tu peux tomber sur des hommes très bien, tu peux tomber sur des femmes très bien, et tu peux tomber sur des connards dans les deux camps en fait. Hein. Ça c'est important quand même de le rappeler. Peut-être dans une société extrêmement binaire, il y a les bons, il y a les méchants, enfin voilà, c'est... Mais si vous voulez, moi ce qui m'embête beaucoup, c'est que quand tu tombes sur des personnages en fait masculins qui vont se comporter comme ça dans un bouquin des années 90, à mon sens, c'est analysable dans le contexte de l'époque, donc ça arrive à mieux passer. Mais quand tu as des personnages masculins ou féminins qui sont écrits en 2020, 2022, 2023, dans notre époque actuelle, et avec tous les bouleversements qu'il y a eu, toutes les évolutions qu'on a connues, si tu me les caractérises en fait de cette manière-là, ben en fait que ce soit des hommes ou des femmes, ben René Montoya c'est une grosse beauf, c'est une grosse beauf. Hein. Alors évidemment, hein, les femmes ont le droit d'être des grosses beaufs aussi, mais je trouve pas ça très intéressant en fait sur ce que ça raconte des personnages. Et si c'est une formule pour faire une inversion en fait des valeurs, pour parler d'égalité homme-femme, c'est intéressant, mais ça a ses limites. C'est-à-dire que moi, je préfère largement, si tu veux me parler d'égalité homme-femme, je préfère que tu me dépeignes une Lois Lane que je trouve entre guillemets extraordinaire et qui soit moralement un exemple à suivre d'un bout à l'autre en fait du récit, pas quelqu'un de détestable. Il y a beaucoup de choses à dire en fait là-dessus. C'était à mon sens le gros point de ce Lois Lane ennemi du peuple et c'était un point extrêmement intéressant parce que j'ai pas lu beaucoup de comics qui prenaient en fait ce postulat de départ et qui donc du coup faisaient émerger ce type de questionnement en moi. Voilà, je vous le livre vraiment tel quel. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le truc qu'il faut quand même aussi dire qui m'embête un petit peu, c'est que quand tu dépeins une Lois Lane, une René Montoya de cette manière-là en fait dans la continuité, est-ce que t'abîmes pas un peu le perso? Parce que derrière, Greg Rucka, il plie les Gaules et puis voilà, il laisse le perso voilà, à d'autres personnes. Mais voilà, enfin, tu vois, la manière dont il a écrit René Montoya, bah, ça reste en fait, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la grande histoire de ces personnages-là. Et je suis pas certain en fait que tu rendes service aux personnages. Je suis pas certain que ce soit la meilleure manière d'aborder ces thématiques et de d'apporter vraiment une pierre à l'édifice du débat sur l'égalité homme-femme. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Mais très honnêtement, je suis pas tranché sur la question. Donc comme je vous le disais, c'est des caractérisations que j'aime pas, mais que j'ai aimé ne pas aimer pour les questions que ça faisait surgir en moi. Voilà. Au final, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce bouquin? L'histoire, tout est à 50%. tout est super jusqu'à la moitié du chemin. L'histoire est géniale jusqu'à ce que ça devienne bidon. La caractérisation des personnages est extrêmement intéressante, mais agaçante, de mon point de vue. Mais peut-être que ça ne fera pas ça sur vous, et ça c'est extrêmement intéressant. Et je veux bien qu'on en parle dans les commentaires. Et les thèmes qui sont abordés, ça aussi j'ai oublié de vous le souligner, mais ça me semble important, c'est qu'il y a énormément de thèmes sur le journalisme, tout ça, dont je vous ai parlé au début, qui sont abordés, qui sont extrêmement intéressants, mais finalement à la fin, ça n'enfonce pas le clou, ça ne va pas au bout de ces idées-là, je trouve en tout cas pas assez, un peu, mais pas assez, par rapport à l'ensemble des thèmes qui étaient abordés au début. Néanmoins, est-ce que je vous le conseille? Oui. Je vous conseille au moins de le lire. Pas forcément de le posséder, pas forcément de l'acheter, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de vous le faire prêter, d'aller en bibliothèque ou je ne sais quoi, n'hésitez pas parce que c'est un bouquin qui est quand même vraiment intéressant. Et Greg Rucka, son postulat est malgré tout intéressant dans la caractérisation des personnages. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Normalement, si je suis pas trop mauvais, je vais enchaîner avec une deuxième vidéo, ce qui va me permettre en fait d'avoir deux vidéos à vous sortir au fur et à mesure dans les semaines et jours à venir. C'était un plaisir de vous parler de Lois Lane, ennemi du peuple, qui pour moi voilà, n'est pas une totale réussite, mais qui malgré tout est intéressant. Et puis ben voilà, on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires pour parler de ça. N'hésitez absolument pas à me donner votre avis à la fois sur le bouquin, à la fois sur ce que j'ai dit de cette caractérisation des persos. On échange, on débat, on ne s'invective pas, enfin voilà, on n'est pas là, on est sur des sujets qui sont
dans notre société qui sont, j'allais dire sensibles, mais en fait non, qu'ils le sont pas. C'est pas des sujets qui sont sensibles, délicats, mais où ça peut vite déraper. Donc je vous le dis, les dérapages seront évidemment exclus de la conversation, mais au contraire, je trouve que c'est intéressant de pouvoir en discuter posément, d'apporter des arguments, d'avoir les avis en fait de tout le monde. Ça enrichit la conversation et ça enrichit selon moi la réflexion de chacun. Je suis pas arc-bouté sur mes positions. Pas du tout, au contraire. J'essaye d'être le plus ouvert possible et je vais essayer de m'enrichir de vos avis. En même temps, je vous mets en description un article que je n'ai pas lu, mais j'ai totalement confiance, et une vidéo que je n'ai pas lue. Je ne lis pas les articles et les vidéos de bouquins en fait dont je vais parler, parce que je ne veux pas en fait, comment dire, pas me faire polluer, mais je ne veux pas en fait entendre les avis des autres avant de pouvoir exprimer le mien. En revanche, une fois que j'ai, parce que je veux pas que ça perturbe en fait, je veux pas que l'avis d'un tel ou d'un tel puisse en fait résonner en moi et que je dise ah oui ok j'avais pas pensé à ça et je m'accapare d'une certaine manière son avis pour pouvoir ensuite en parler en vidéo. Je préfère très largement en fait vous faire ma vidéo, vous dire ce que j'en ai pensé, vous dire qu'il y a deux personnes de confiance, Ose Comics qui a sorti une vidéo sur Lois Lane, ennemi du peuple, donc le lien sera en description. Il y a également Thomas de Comics of the Power qui a, je l'ai vu hier, un article sur son site sur Lois Lane, ennemi du peuple. C'est deux personnes qui sont des amis, c'est des personnes de confiance. Et donc je vous mets en description l'article et la vidéo, et je vais aller voir cette vidéo et cet article une fois que ma vidéo sera terminée. C'est-à-dire dans 5 minutes, hein, grosso modo. Et puis ça peut permettre en fait d'avoir des avis différents, puis d'enrichir d'une manière générale en fait le débat. C'est à peu près tout. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver après 15 jours sans vidéo. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt dans la rubrique de G. Salut.